Donc je vais vous faire une brève présentation à travers une réflexion sur la question la vie a-t-elle une valeur? Et j'ai choisi comme sujet valeur de la vie ou jugement de valeur sur la vie. Donc la question la vie a-t-elle une valeur se dédouble. D'une part, la vie possède-t-elle une valeur intrinsèque, inconditionnelle, une valeur en soi ou absolue? Et d'autre part, sur quels critères pouvons-nous juger de la valeur d'une vie particulière dans des situations concrètes? Alors, la première interrogation est d'ordre ontologique. On se pose la question, qu'est-ce que la vie? Et aussi éthique, à travers la valeur qu'on peut lui reconnaître. Ça nous rappelle une conception d'un philosophe antique qui s'appelle Aristote, qui distinguait des vertus intellectuelles, théoriques et pratiques. Pour se poser d'un côté, à travers la théorie, des questions sur la vérité ou l'absolu, qui renvoient à la question de ce qu'on peut savoir, et de l'autre, dans une version intellectuelle tournée vers la pratique, sur des questions qui relèvent plutôt du bonheur et comment pouvons-nous l'atteindre. Et la seconde interrogation est d'ordre purement pratique, à travers la question comment évaluer et choisir dans les situations réelles. Donc cette double question révèle une tension profonde. Si nous affirmons que la vie a une valeur absolue, comment justifier que nous portions néanmoins constamment des jugements de valeur sur elle? Et si nous acceptons de porter de tels jugements, ne risquons-nous pas de relativiser cette valeur absolue que nous voulions d'abord reconnaître? Donc, comment la vie pourrait-elle être absolue et relative en même temps? Autrement dit, est-il même possible d'évaluer la vie alors que nous sommes nous-mêmes vivants et que toute évaluation présuppose la vie elle-même? Donc pour répondre à ces questions, nous réfléchirons d'abord en se demandant comment la vie peut être considérée comme possédant une valeur absolue, qu'on la comprenne comme nature normative universelle ou comme dignité de la personne humaine, d'abord. Donc une nature normative, le terme normatif désigne ce qui doit être, la norme. Et du coup, du point de vue de la vie en général, ce qui doit être, ou bien du point de vue de la vie humaine, et plus précisément du point de vue moral. Nous verrons ensuite que porter des jugements de valeur concrets sur la vie soulève des problèmes non négligeables. La relativité des critères, pour juger, et les paradoxes pratiques. En effet, les jugements sont relatifs. Tout dépend du point de vue duquel on se positionne. Enfin, nous tenterons de dépasser cette opposition en montrant que la question elle-même repose peut-être sur une illusion. Nous ne pouvons ni saisir une valeur absolue de la vie en soi, ni porter de jugement vraiment valide sur elle, ce qui nous pousse à transformer radicalement la question. Alors, d'abord, la vie possède-t-elle une valeur intrinsèque d'un point de vue normatif? La valeur absolue de la vie naturelle, une perspective normative. La vie est en réalité bien plus qu'un simple phénomène biologique. Elle constitue une nature infra-humaine, un fondement ou un sol sur lequel repose l'ensemble de notre existence. Son mode d'organisation obéit à des normes auxquelles elle doit se confronter pour persister et se développer. Et ce, à tous les niveaux. Dès l'Antiquité grecque, et particulièrement chez Aristote, la nature est conçue comme physis. Alors, physis, c'est un mot grec qui veut dire nature, et qui est étroitement lié à la vie. C'est un terme qui désigne chez lui la dynamique même de la vie. Alors, physis, qui traduit nature ou vie, n'est pas à prendre au sens moderne ou contemporain de l'essence des choses, de leur origine,
Comme par exemple quand on pose la question d'où vient la vie, où a-t-elle commencé. Chez les Grecs, c'est des questions qui sont trop larges et qui sont beaucoup trop ancrées dans la réalité à cette époque, donc ils les évacuent dans un premier temps et ils se posent la question de la nature ou de la physis, donc de la vie, en tant que dynamisme dans toutes les choses qui sont vivantes. Donc les plantes, les minéraux, les animaux, les hommes, tout ce qui est vivant et qui est en fait, qui est au monde. Alors, cette physis exprime le mouvement qui anime tous les êtres, des minéraux les plus inertes aux organismes les plus complexes. Ce principe vital détermine la finalité propre à chaque être vivant. Ainsi, la plante tend naturellement vers le soleil, et la fleur s'ouvre pour libérer son parfum et accomplir sa fonction reproductrice. Donc là, ça reprend partiellement ce que disait tout à l'heure Lionel. Chez Aristote, cette physis, donc cette nature, cette vie dynamique en toute chose, elle tente de nous montrer, d'un point de vue téléologique, donc téléologique, ça veut dire le but vers lequel on tend, en dernière instance, elle nous tente de nous montrer vers quoi tend chaque chose. La vie, la physis dans une plante, on va la déterminer à travers le fait que la plante a pour fin dernière de s'élever vers le soleil, vers le ciel, pour devenir elle-même, c'est-à-dire pour se développer jusqu'à son point ultime et mourir. Si elle n'y arrive pas, elle n'a pas accompli sa fonction propre chez Aristote. Et c'est pareil pour la fleur, qui doit s'ouvrir pour libérer son parfum, et aussi les particules de reproduction. Sauf que pour l'homme, c'est un peu différent, puisque la fonction propre de l'homme, sa physis, c'est de bénéficier du logos, de la parole en fait, de la parole rationnelle. L'homme, pour Aristote, sa fin dernière, c'est de s'accomplir en tant qu'individu rationnel, capable d'agir de manière vertueuse, mais aussi à travers une vie collective, une activité rationnelle collective qu'il appelle la politique. Donc la politique, c'est la science suprême vers laquelle on tend naturellement chez Aristote. C'est synonyme de bonheur. Si on veut pouvoir être des humains heureux, il faut qu'on retrouve en nous cette capacité d'agir bien, vertueusement, individuellement et collectivement. Donc la vie naturelle possède donc, en ce sens, une vocation intrinsèque chez Aristote. Elle assigne à chaque genre et à chaque espèce, par exemple le genre des animaux, l'espèce particulière spécifique des hommes, du vivant, une finalité spécifique. Dans cette perspective téléologique, qui vise une fin ultime, la vie dépasse largement la vie humaine, puisqu'il ne s'agit pas simplement de déterminer la fonction propre de l'homme, mais de tous les vivants. Elle impose ses normes aux vivants en général, du microscopique au macroscopique, dans tous les recoins de l'univers. La valeur de la vie s'inscrit ainsi dans un ordre naturel universel qui préexiste à tout jugement humain sur la vie. Mais si la vie est une physis, une nature dynamique et vitale en toute chose, ainsi que la finalité des êtres vivants dans un ordre universel, alors elle possède une valeur en soi, intrinsèque et absolue, comme si elle était en deçà de chaque chose. Elle est la valeur des valeurs, la valeur fondamentale qui confère leur sens à toutes les autres valeurs, le principe premier qui donne à chaque être sa dignité propre. Cette conception de la vie normative, donc qui nous dit ce qui doit être, ne se contente pas de décrire ce qui est, mais établit ce qui doit être. Chaque être vivant doit accomplir sa nature propre, réaliser sa finalité. Exemple, la finalité de l'œil, c'est de voir. Le tournesol doit croître en se tournant vers le soleil. C'est pour ça qu'il s'appelle tournesol.
qui donne l'impression de tourner lui aussi autour de la Terre. Le Soleil donne lui aussi l'impression de tourner autour de la Terre. Et finalement, la Terre doit suivre sa rotation autour du Soleil pour être pleinement ce qu'elle est. La finalité de la Terre, c'est de suivre sa rotation autour du Soleil, sinon elle n'est plus vraiment la Terre. Donc il y a une forme d'harmonie dans la physique et dans la vie en général. Il existe donc des normes vitales immanentes à la vie elle-même. Survivre, croître, se reproduire. La vie ne relève pas du simple fait, mais d'une norme naturelle qui distingue le vivant sain du vivant malade, l'épanouissement de la dégénérescence. Ainsi, dire que la vie est normative, c'est affirmer quelle est la valeur absolue qui établit les normes. Celle de la santé ou au contraire de la maladie, de la vie ou de la mort. La vie s'impose à travers ces normes aux vivants, et c'est en ce sens que la vie a une valeur. Elle est la norme fondamentale du vivant. Donc la vie est donc une nature en général ou universelle, représentée par l'univers dans son entier, et cette valeur absolue de la vie détermine, valorise et anime l'essence de chaque être particulier. Chaque vivant incarne à sa manière cette norme fondamentale, selon sa nature propre et sa finalité spécifique. Donc, la norme de la vie, en général, c'est pas la même chose que la valeur absolue de la personne humaine, ou de la dignité et de la fin en soi de l'homme. Donc, la valeur de la vie en soi peut être dépassée ou complétée par la valeur de la vie humaine en soi. Donc là, on peut se recentrer sur l'homme et passer d'Aristote à Kant. Voilà encore. Donc la valeur absolue de la personne humaine, dignité et foi en soi. Si Aristote fonde la valeur de la vie sur l'ordre naturel universel et de la spécificité de l'homme à travers le logos, capacité de parler et de raisonner, Kant propose une approche différente, centrée sur la spécificité de la personne humaine. Pour Kant, ce n'est pas la vie biologique en général qui possède une valeur absolue, mais la personne rationnelle en tant qu'être moral. Alors, en philosophie, on peut distinguer deux types de conscience en l'homme, à travers le sujet. La conscience qui est psychologique et la conscience morale. La conscience psychologique, c'est la conscience que le sujet humain possède, donc, qui, à mon sens, ne le rend pas supérieur aux autres êtres, mais le rend différent et spécifique, puisque cette conscience psychologique lui permet de se savoir être quand il est, de se savoir penser quand il pense. Donc c'est une capacité en fait réflexive, de savoir que quand je pense à une maison, je pense que je suis en train de penser ça. Donc l'humain est capable de faire ça. Et la conscience morale, c'est plutôt une conscience qui, elle, va se tourner vers, chez Kant, la dignité de l'homme, sa capacité, en fait, à agir vertueusement et de manière inconditionnelle. Donc, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, c'est une œuvre très connue de Kant, Kant établit une distinction fondamentale entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Alors, donc on va le dire tout de suite, chez Kant, on peut accorder un prix à un objet, mais pas à un humain. L'humain est digne parce qu'il est un être doué de raison, et d'une raison dans la pratique qui peut s'orienter vers la morale, vers des actions bonnes. Ce qui a un prix peut être remplacé par un équivalent. On peut échanger une marchandise contre une autre, comparer leurs valeurs relatives. En revanche, ce qui a une dignité est au-dessus de tout prix. Cela n'a pas d'équivalent, ne peut être ni mesuré, ni comparé, ni même échangé. Or, la personne humaine, en tant qu'être doué de raison, est capable d'autonomie morale. C'est-à-dire que l'homme possède une dignité. Alors, cette dignité, elle fait de l'homme une fin en soi. Chez Kant, l'homme n'est jamais un moyen, ni pour lui-même, ni pour les autres. Il n'est jamais un simple moyen.
Cela signifie que chaque être humain a une valeur absolue et inconditionnelle, indépendamment de son utilité, de ses capacités, de sa contribution sociale ou autres considérations circonstancielles. L'impératif catégorique kantien l'exprime clairement. Kant nous dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen. » Donc, ça veut dire que on va accorder à la vie humaine une valeur absolue et un respect qui est inconditionnel. Sous aucune condition, je pourrais me permettre de traiter quelqu'un, une personne, comme si c'était un objet pour atteindre mes fins. Je ne peux pas faire un calcul rationnel dans ce sens-là, sinon ce serait un calcul rationnel sans la morale. Et pour Kant, être rationnel, c'est synonyme d'être moral, d'être autonome, de retrouver en soi-même la capacité de comprendre que l'humanité est une fin en soi. Cette valeur absolue de la personne humaine, et donc de la valeur de la vie humaine, ne repose pas sur la vie biologique que nous partageons avec les animaux et les plantes, mais sur la rationalité et la capacité morale qui font de l'être humain un législateur dans le règne des fins. Donc là, ça reprend ce que Lionel avait dit tout à l'heure sur le règne des fins. La vie humaine a donc une valeur absolue, et non pas en tant que simple vie naturelle, mais en tant qu'elle est la vie d'un être moral. Donc Kant, dans une autre œuvre qui s'appelle, non pas les fondements de la métaphysique des mœurs, mais la métaphysique des mœurs, tout court, il traite de la doctrine de la vertu et de la doctrine du droit. Et donc, dans la doctrine de la vertu, il explique en fait que l'être humain est bien fait, et que lorsqu'il fait une action délibérément mauvaise, eh ben il le sait. Il le sait parce que sa conscience, c'est lui, en fait. Il n'y a pas nous et la conscience d'un côté, mais la conscience morale, en fait, elle incarne l'homme. Et du coup, elle nous suit, cette conscience. Et quand bien même on arriverait à dormir ou à faire comme si elle n'était pas là, de toute façon, on l'entend parce qu'on est nous-mêmes. On ne va pas se détacher de nous-mêmes. Et du coup, quand il dit que quand on a fait une action pas très sympa, par exemple, utiliser quelqu'un pour arriver à ses fins, et ensuite l'abandonner, c'est très triste pour la personne, et pour nous aussi, parce qu'on n'est pas digne pour Kant, et ben, on a un sentiment, en fait, que en nous, un juge, une raison, nous observe et nous le rappelle, et confronte nos pensées négatives à nos pensées positives. Et ça, en fait, ce tribunal de la raison en nous, ce juge qui élabore des lois morales, il est constitutif de la personne humaine. Donc, après, on fait avec. Ainsi, on peut en discuter, effectivement. On peut pas être d'accord avec Kant. Mais il n'empêche qu'on a tous entendu cette petite voix en nous dire que ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait, c'est pas très bien. Bon. On est fait comme ça. Donc, ces deux perspectives, Aristote et Kant, donc la vie comme valeur absolue normative ou la vie humaine comme valeur absolue, bien que différentes, convergent vers une même affirmation. La vie, qu'elle soit comprise comme une nature universelle ou comme personne rationnelle, possède une valeur absolue qui s'impose à nous, comme un principe premier et normatif non négociable. Cette valeur ne dépend d'aucun critère extérieur, d'aucune utilité, d'aucune circonstance particulière. Elle est, au sens fort, inconditionnelle. Donc je n'entrerai pas dans les détails de la théorie kantienne, ni celle d'Aristote, mais je pense que vous avez compris l'idée. Cependant, si la vie possède bien une valeur absolue, qu'on la comprenne au sens aristotélicien ou kantien, comment passer de ce principe abstrait à nos jugements concrets sur la vie ? Dans la réalité, nous sommes constamment amenés à évaluer ou choisir entre différentes vies ou différentes situations vitales. Ce passage du principe à la pratique soulève des problèmes considérables. Donc, deuxième moment, le problème du jugement de valeur sur la vie. La valeur de la vie ne peut prendre forme et être énoncée que si elle est filtrée par une conscience humaine, qui produit un jugement de valeur sur la vie.
Autrement dit, que l'on conçoive la vie comme valeur absolue ou bien comme jugement de valeur sur la vie, il faut bien que ce soit nous qui le fassions, c'est-à-dire des consciences humaines. C'est bien nous qui énonçons ces propositions, qui essayons de les rendre les plus justes possibles, les plus vraies. Et ça, du coup, c'est déjà un premier point. Il faut une conscience. Or, ce passage de la valeur absolue au jugement humain transforme profondément la question initiale. En effet, même si la vie est conçue comme une valeur absolue, selon la perspective normative, le jugement de valeur sur la vie demeure un jugement sur la vie humaine. C'est l'être humain qui, par sa pensée et ses concepts, dépasse l'abstraction d'une vie absolue pour la concrétiser et la préciser à travers la pensée et le concept. L'humain décrit la vie. Il l'analyse dans tous les domaines du réel. Moral, politique, esthétique, tout ce qu'on veut. Il explique les causes matérielles et scientifiques de ces lois. Par exemple, dans le domaine des sciences expérimentales de la nature. Donc, physique, biologie, chimie. Mais en faisant cela, il ne se contente pas de constater. Il évalue, il hiérarchise, il compare. Il donne du sens. Il y aurait donc une relativité des critères de jugement sur la vie. Dès lors que l'on porte un jugement de valeur sur la vie, se pose immédiatement la question, selon quels critères? De quel point de vue? La vie d'un être humain vaut-elle plus que celle d'un animal? Pour tel auteur, oui, pour tel autre, non. Pourtant, les deux avancent des arguments valides. La vie d'une personne consciente vaut-elle plus que celle d'un être humain en état végétatif? Ces questions révèlent que tout jugement de valeur implique nécessairement des critères qui ne sont jamais neutres. Dans ce cas, comment peut-on encore accorder une valeur absolue à la vie? Les critères varient selon les sociétés, les époques et les contextes. Certaines cultures valorisent la longévité de la vie. Pour dire que la vie est bonne, il faut qu'elle soit longue. D'autres privilégient la qualité de vie, d'autres encore la contribution sociale ou la capacité consciente. Dans le domaine médical, on parle de qualité de vie, de dignité, de conscience. Dans le domaine juridique, on distingue la personne humaine de l'embryon ou du fœtus, selon les systèmes juridiques. Cette relativité des jugements semble contredire l'idée d'une valeur absolue de la vie établie dans la première partie de cette réflexion sur la vie. Mais juger de la valeur de la vie est aussi s'exposer à des paradoxes pratiques. Lorsque nous devons porter des jugements sur la vie dans des situations concrètes. Par exemple, en médecine, face à des ressources limitées, il faut établir des critères de priorité. Dans le débat sur l'euthanasie ou l'avortement, il faut les déterminer à partir de quel moment ou dans quelles conditions une vie peut être considérée différemment. Dans la protection de l'environnement, nous hiérarchisons constamment entre espèces vivantes. Les jugements de valeur sur la vie peuvent paradoxalement sauver des vies de la mort et parfois sauver certaines vies de la vie, notamment dans des cas de souffrance extrême. Les personnes qui souffrent atrocement de malformations, de maladies, de circonstances de la vie, parfois demandent la mort. Et peut-être que quand on leur accorde, on les sauve de la vie en fait. Donc sauver la vie à quelqu'un de la vie, en lui proposant la mort, ça peut parfois éteindre des souffrances extrêmes. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut encore accorder une valeur absolue à la vie puisqu'on l'enlève? Mais le paradoxe s'étend encore un peu plus quand nous confrontons par exemple le principe kantien de dignité, faisant de l'être humain quelqu'un de digne moralement et qui n'a pas de prix, face à la contrainte de faire des choix qui impliquent des jugements de valeur sur la vie. Comment sortir de cette contradiction? La valeur absolue de la vie est-elle compatible avec la nécessité pratique de juger? Face à ce paradoxe, une question plus radicale se pose. Et si le problème résidait dans la question elle-même? Et si nous ne pouvions, en réalité, ni saisir une valeur absolue de la vie, ni porter de jugement véritable, valide sur elle? C'est cette impasse fondamentale qu'il nous faut maintenant examiner. Donc, dans un troisième moment, on va essayer de dépasser cette opposition
Donc l'impossibilité fondamentale d'évaluer la vie. Dans un premier temps, nous avons vu que la vie peut être considérée comme possédant une valeur absolue, en général ou humaine. Mais, dans un second temps, que porter des jugements de valeur concrets sur elle nous soulève des problèmes considérables. Face à cette tension, Nietzsche propose une perspective radicale qui dissout la question elle-même. Et si nous ne pouvions, en réalité, ni saisir une valeur absolue de la vie, en soi, ni porter des jugements véritablement valides sur elle. La vie comme créatrice de valeur et non comme valeur. Pour Nietzsche, la question « la vie a-t-elle une valeur ?» repose sur une confusion fondamentale. La vie n'a pas de valeur en soi, car elle est ce qui crée des valeurs. Tous les jugements de valeur sont des créations humaines, des interprétations produites par des perspectives particulières. Il n'existe pas de valeur en soi de la vie. Ce que nous appelons valeur n'est que l'expression d'une volonté, d'une force vitale qui s'affirme. Alors ça veut dire quoi chez Nietzsche que la vie n'a pas de valeur en soi? Et ça veut dire quoi qu'il faut affirmer sa force vitale? Alors, Nietzsche s'oppose principalement à deux conceptions et à un auteur particulier dans sa philosophie sur les questions de la liberté et de la morale et du bonheur. D'un côté, on a les stoïciens. Donc, le stoïcisme, c'est un courant de pensée antique qui est ascétique, donc qui invite les personnes à se replier en elles-mêmes pour trouver la paix, pour pouvoir créer une discipline qui apporte tranquillité et paix intérieure. Pourquoi? Parce que le monde changeant, indifférent et violent, surtout à ces époques antiques, et il est difficile d'échapper aux grandes souffrances, et il est difficile d'acquérir des joies. Donc se pose la question de trouver une solution à travers la suspension de nos jugements qui sont source de malheur, et en trouvant en fait une paix à l'intérieur de soi, une forme de citadelle intérieure. Alors ce mouvement des stoïciens, comment est-ce qu'il se produit? À travers un constat. Si le monde, si la nature, cette physis, elle est impitoyable, violente, indifférente, certains se comportent bien toute leur vie et finissent mal, d'autres sont des crapules et finissent bien entre les mains du pouvoir et du matériel. Donc pour nous, ça nous dépasse, il y a un problème de compréhension. On ne peut pas y trouver de justification morale et rationnelle. Donc, pour les stoïciens, il faut admettre que l'ordre du monde nous échappe, qu'il s'impose à nous de manière indifférente. Donc la solution, ce serait pour eux, non pas d'imposer notre désir au monde, ce qui serait vain, parce qu'on serait frustré en fait. Parce qu'à chaque fois, le monde contrarierait notre désir. Mais de plier notre désir au monde. En se repliant en nous-mêmes, en acceptant l'ordre du monde, on organise nous-mêmes nos pensées et nos désirs intérieurement, et là, notre raison nous permet de le faire à notre guise. Je marche dans la rue et on m'insulte. Pour un stoïcien, c'est de l'air et des sons qui sortent de la bouche de quelqu'un. Donc le jugement, il est suspendu. On ne va pas se faire du mal en disant « il est méchant ». Non, c'est un homme qui a fait du vent avec sa bouche. Le vent ne me dérange pas, il y en a même sans lui. Enfin, le monde crée du vent qui commence nulle part et finit on ne sait où. Voilà. Et comme ça, et qu'observer les feuilles. Donc, cette volonté chez les stoïciens, qui plie le désir au monde, leur permet de trouver l'ataraxie, la paix de l'âme, et ils attendent en eux-mêmes le moment où la nature va faire coïncider leurs désirs avec le monde sans être contrariés. Donc ils attendent sagement en eux-mêmes, comme un sage en haut de la montagne, sauf que dans la vie de tous les jours, ils ont des responsabilités, ils sont aussi à des lieux de pouvoir, etc. Ils assument leur vie. Mais ils s'en remettent du point de vue des désirs à leur fort intérieur. Ça, donc,
Premier point, c'est ce que Nietzsche n'aime pas. Hein. Parce que pour Nietzsche, cette volonté, c'est une volonté en fait de vérité où on se cache derrière une nature qui ne nous correspond pas, mais qui parfois coïncide avec notre désir. Donc cette attente, pour Nietzsche, elle n'est pas active, elle est passive. Il y a un auteur qui s'appelle Descartes qui reprend cette doctrine stoïcienne et qui l'approfondit un peu et qui va dire je suis d'accord sur la question de plier ses désirs au monde et de ne pas vouloir en vain les imposer au monde ou vouloir les mettre à égalité. Puisque le monde est un ordre qu'on ne contrôle pas, seul l'ordre rationnel en moi est contrôlable. Sauf que Descartes, il va un peu plus loin et il va dire pourquoi est-ce que je dois plier mon désir au monde? Parce que ce que je cherche au fond, c'est le bonheur. Ce que Descartes appelle être content, ou le contentement. Et donc, pour trouver le bonheur, ou pour s'en rapprocher, déjà, en pliant son désir au monde, et en adoptant une volonté infinie, Descartes se rend compte que notre raison est limitée par rapport à celle de Dieu, mais à son image, notre volonté est infinie. On peut, comme un enfant, appuyer sans arrêt sur le bouton. Peut-être qu'à un moment donné, ça va marcher. On peut recommencer sans arrêt les choses, à l'infini. On a une volonté infinie. Donc, si on vise une chose, après avoir plié notre désir au monde, si on vise une chose intérieurement, et qu'on la vise de toute notre force, c'est-à-dire notre pouvoir, c'est la volonté, et qu'on a mis tout ce qu'il y avait en notre pouvoir, on a fait tout ce qui était possible pour l'atteindre. Alors, nous dit Descartes, si on n'atteint pas, on sera juste un peu contrarié, mais comme on a fait le maximum, on n'a rien à regretter. Si on n'a rien à regretter, on ne peut pas être malheureux. Donc du coup, déjà, on se rapproche du bonheur. Si jamais je n'avais pas fait tout ce qu'il y avait dans mon possible, je serais très triste, parce que je regretterais de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait, et je ne pourrais pas revenir dans le passé pour recréer ces situations. Donc je vivrais dans une forme de remords ou de regret. Et c'est ça la tristesse chez Descartes. Alors que si on a fait le maximum, on est simplement dans une forme de frustration, mais quelque part on n'est pas triste parce qu'on a fait le maximum. Et puis si ça marche, on est content, donc on est heureux. Et ça, en fait, Nietzsche, il n'est pas d'accord non plus. Parce que là, du coup, on ne se cache pas derrière la nature, mais on se cache derrière le bonheur. On se cache encore. Et Nietzsche, c'est un auteur qu'on appelle un penseur nihiliste, qui veut pas, en fait, qu'on soit dans une démarche où on nie les choses. Et lui, il va dire, en fait, la force vitale qui s'affirme d'un homme, c'est pas une volonté de vérité derrière la nature, c'est pas une volonté infinie derrière le bonheur, mais c'est une volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, alors, bien évidemment, Nietzsche n'est pas fou, il ne va pas dire qu'on impose notre désir au monde. Le monde, il va dans son sens et on ne peut pas l'arrêter. Mais Nietzsche, il va dire, une fois qu'on a accepté autant les souffrances que les joies, sans se cacher derrière l'illusion de la vérité dans la nature, ou sans se cacher derrière l'illusion d'un bonheur derrière la volonté infinie, en acceptant le monde tel qu'il est, donc du coup avec son indifférence, sa violence, en acceptant autant ses joies que ses souffrances, ce qu'il en ressort, quand j'ai assumé, c'est une puissance. C'est moi en fait. Quand j'ai accepté le monde, je suis encore là, et je suis puissant de ce qu'il en reste. Et ça, c'est la force de l'homme en fait, c'est la volonté de puissance chez Nietzsche. Chez Nietzsche, l'illusion, c'est la vérité, l'illusion, c'est le bonheur. Le stade le plus haut qu'on puisse atteindre, c'est la joie, et le stade le plus bas, c'est la souffrance. Et quand on accepte les deux, on a une volonté de puissance. Donc, pour en revenir à la vie comme créatrice de valeur, et non comme valeur, on se rend bien compte que là, Nietzsche nous dit qu'on ne place pas la valeur en soi de la vie absolue, derrière une nature, un bonheur, une infinité ou autre chose, mais on crée nos propres valeurs à travers notre volonté de puissance. Je résiste au monde, je résiste à ce qu'il me donne, j'accepte ce qu'il me donne, et ce qu'il en ressort, j'en fais une volonté de puissance, une force, un jugement, une valeur. Et donc je m'affirme. Donc comme il l'écrit dans le crépuscule des idoles, les jugements de la vie ne peuvent, en dernière instance, jamais être vrais. Ils n'ont d'autre valeur que d'être des symptômes.
Il affirme ainsi que vouloir évaluer la vie est absurde. Comment ce qui est la condition même de toute évaluation pourrait-il lui-même être évalué? Ce serait comme demander à un maître étalon de se mesurer lui-même, ou à l'œil de se voir sans miroir. La vie n'est pas un objet que l'on pourrait contempler de l'extérieur pour en juger la valeur. Elle est le mouvement même qui produit toutes nos évaluations, tous nos jugements ou nos valeurs. Chercher la valeur de la vie revient donc à chercher quelque chose d'impossible, une perspective extérieure à la vie elle-même. Mais une telle perspective n'existe pas, car nous sommes toujours déjà dans la vie. Nous sommes vie. Nous sommes actifs, nous sommes vivants. Nous avons une volonté de puissance. Donc, je propose une ouverture, après Nietzsche, vers la responsabilité, à travers un auteur qui s'appelle Hans Jonas. Donc cette transformation de la question peut également être pensée à travers le concept de responsabilité développé par Hans Jonas dans le principe responsabilité. En effet, si nous ne pouvons pas évaluer la vie objectivement, nous pouvons néanmoins reconnaître que nous sommes responsables de sa préservation et de son épanouissement. La responsabilité ne repose pas sur une valeur préalable que nous aurions découverte, mais sur notre capacité à répondre à la vulnérabilité du vivant. Ainsi, la question « la vie a-t-elle une valeur ?» se transforme en « comment être responsable de la vie ?» Cette responsabilité s'exerce non pas en évaluant abstraitement la vie, mais en agissant concrètement pour protéger ses conditions d'existence pour les générations présentes et futures. Il s'agit de prendre acte de ce que la vie est concrètement et de faire tout ce qu'il y a en notre possible en étant responsable pour la préserver, la protéger, la chérir. Donc, pour conclure, la question « la vie a-t-elle une valeur ?» nous a conduit à travers 3 moments de réflexion. Nous avons d'abord reconnu que la vie pouvait être considérée comme possédant une valeur absolue, soit comme nature normative, universelle avec Aristote, soit comme dignité de la personne humaine avec Kant. Cependant, nous avons vu que porter des jugements de valeur concrets sur la vie soulève des problèmes considérables. Relativité des critères de jugement ou paradoxe pratique pour juger. Si la vie a une valeur absolue, puis-je encore l'ôter à quelqu'un qui souffre? Face à cette tension, Nietzsche nous a montré que la question elle-même nous repose peut-être sur une illusion. Nous ne pouvons ni saisir une valeur absolue de la vie, en soi, ni porter de jugement véritablement valide sur elle. La vie n'a pas de valeur. Elle est ce qui crée la valeur, ou les valeurs. Nos jugements sur la vie ne sont que des symptômes de notre propre état vital, qui ressortent de notre activité et de notre volonté de puissance. Pourtant, cette impasse apparente ouvre une perspective nouvelle. Avec Hans Jonas, nous comprenons que si nous ne pouvons pas évaluer la vie objectivement, nous pouvons néanmoins reconnaître que nous sommes responsables de sa préservation et de son épanouissement. Le principe responsabilité ne repose pas sur une valeur préalable que nous aurions découverte dans la nature ou dans la raison, mais sur notre capacité à répondre à la vulnérabilité du vivant face à l'ampleur inédite de notre pouvoir technologique sur la vie. La vie éthique n'est plus quelle est la valeur de la vie, mais comment vivre et agir de manière à favoriser l'épanouissement de la vie. Ainsi, théorique et métaphysique, la question devient pratique et créatrice. C'est dans notre manière de vivre et d'agir, in concreto, que se manifeste notre réponse à la question de la valeur de la vie. Voilà, merci.